à tous et à toutes. Donc, avant de commencer, bien sûr, merci de garder vos micros et vos caméras fermées durant le temps du webinaire. Par contre, vous pouvez mettre toutes les questions que vous voulez dans le chat. Donc, moi, je surveille le chat et je ferai remonter vos questions à Anne Castelot quand elles seront là. Alors, bonjour Anne-Sandrine, qui apparaît sous le nom de Anne Castelot. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté de nous parler de qualité de vie et bien-être au travail. Anne-Sandrine, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, ravie de vous rencontrer lors de ce webinaire. Donc, je suis au GRIEPS, consultante formatrice sur ces sujets-là, de la qualité de vie au travail et du management de la qualité. Et puis, j'occupe aussi le poste de responsable de domaine, c'est-à-dire que je m'occupe de l'ensemble des produits qui relèvent du domaine management et de formation. Je suis sociologue de travail, entre autres. Voilà. Ok, donc le bien-être au travail et la qualité de vie au travail sont plus que jamais au centre de toutes les réflexions et de tous les questionnements. On a entendu beaucoup de choses sur le télétravail. Pour les uns, c'est la panacée. Pour les autres, c'est l'horreur. Et puis, il y a tous ceux qui n'ont pas pu télétravailler et qui ont été, pour certains, exposés au Covid avec de grandes craintes. Et du coup, la question de la qualité de vie au travail et du bien-être au travail se pose encore plus aujourd'hui qu'elle ne s'était posée jusqu'à présent. Donc, Anne-Sandrine, la première question, c'est qualité de vie et bien-être au travail, c'est la même chose? Alors, non, ce n'est pas la même chose, du coup, parce que, alors, le terme générique est qualité de vie au travail. Dans la qualité de vie au travail, ça correspond à un concept bien particulier et le bien-être au travail participe à la qualité de vie au travail. Donc, la qualité de vie au travail correspond à la dimension objective que l'on peut identifier et dans le travail et à la dimension que l'on peut quantifier, mesurer, observer et qui est palpable et qu'on peut du coup toucher du doigt. Donc, il s'agit, quand on parle de qualité de vie au travail, d'un côté, c'est l'ensemble des mesures, des actions, des démarches qui vont être mises en œuvre pour faire en sorte de mesurer la valeur du travail de manière positive. Et le bien-être au travail, on va être sur une dimension subjective qui va être plutôt le résultat comme je le mets, d'un sentiment d'épanouissement et de satisfaction individuelle par rapport au travail. Donc, du coup, qualité de vie au travail, c'est deux univers. Un univers qui est celui de l'objectivité, ce qu'on peut toucher du doigt et qui va avoir plutôt une dimension collective, et le bien-être au travail va relever plutôt de la subjectivité et de la perception individuelle et collective en termes de réalisation dans l'univers du travail. Donc, voilà ce qu'est exactement la qualité de vie au travail. De ce fait, la qualité de vie au travail, elle va aussi répondre à une dimension construite sur son pan donc objectif. Et cette dimension construite, elle va se manifester… Oh, mon diaporama qui ne passe pas. J'ai un souci. Voilà. Du coup, la qualité de vie au travail va se manifester notamment du fait que la qualité de vie au travail définie d'un point de vue légal, où notamment la réglementation qui fait date, c'est l'ANI de juin 2013, qui va être après étendue en 2014 et qui va définir la qualité de vie au travail
comme les conditions dans lesquelles les salariés exercent. Donc là, on voit bien la dimension objective, à savoir les conditions de travail, l'univers, le secteur, les horaires, le rythme, les moyens à disposition pour exercer, etc., etc., auxquels on va y ajouter non seulement cette dimension de conditions, mais aussi cette dimension de capacité, ce qui veut dire que ce qu'on attend dans la qualité de vie au travail, c'est non seulement d'agir sur les conditions d'exercice du travail, mais aussi sur la façon dont tout à chacun dans l'activité de travail peut être acteur de celui-ci et aussi afin de percevoir de manière positive l'univers dans lequel il s'épanouit. Donc voilà ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Pour aller plus loin, cette notion, il faut aussi toujours la comprendre d'un point de vue collectif, c'est-à-dire qu'elle part toujours de la dimension collective vers la dimension individuelle, d'où sa dimension objective et subjective. Dans sa dimension collective, elle va toucher, alors là je vous ai mis 4 thèmes, entre autres, l'organisation du travail, les conditions de travail, la culture d'entreprise et les relations de travail. Au minima, c'est ça. Et là, ce n'est pas une question d'un individu, mais c'est bien une question du collectif de travail, de l'univers de travail dans lequel on est, et donc du coup, la façon aussi dont l'entreprise dans laquelle on travaille s'inscrit et qu'est-ce qu'elle développe pour faire en sorte de créer le ciment commun. C'est-à-dire que la qualité de vie au travail sur sa dimension collective et donc objective s'appuie sur toutes les dimensions, sur tout ce qui peut faire le ciment du commun du travail, le ciment de tout ce qu'on va travailler ensemble et la manière dont on va tous travailler ensemble. Et ce ciment, ce commun, doit permettre d'arriver à ce que moi, dans ma réalité de ce que je suis, j'ai un sentiment de satisfaction parce que je suis bien dans ce que je fais et du coup, j'ai une perception plutôt positive. Par ailleurs, la qualité de vie au travail a un objectif précis qui est la performance. La performance telle qu'elle est comprise dans la qualité de vie au travail, c'est faire en sorte que l'entreprise continue à assurer sa pérennité. Donc, ce n'est pas faire plus d'argent nécessairement, mais c'est assurer son homéostasie, donc son équilibre des contraires dans l'univers dans lequel il est, et afin de faire en sorte que les individus, bien sûr, de manière individuelle, soient satisfaits. Donc, on va comprendre comment la performance dans le cadre de la qualité de vie au travail, on va le comprendre d'un côté avec la question de l'utilité, où j'ai mis la notion de pertinence, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir en se disant en quoi l'entreprise que je dirige ou l'entreprise dans laquelle je travaille, dans laquelle nous travaillons, répond-elle à une utilité. Ce qui veut dire que cette utilité justifie la pertinence du travail, la pertinence de son existence et comme quoi elle sert à quelque chose. La qualité de vie au travail fait écho dans sa dimension, dans sa notion à la question de responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, cette question d'utilité, ce n'est pas simplement en quoi nous, travailleurs, nous sommes utiles dans l'entreprise, c'est aussi en quoi notre entreprise est utile à l'univers social dans lequel elle appartient. Deuxième bulle de cette performance, c'est de réfléchir à la question de l'efficacité. Qu'est-ce qu'on recherche? Quels sont les résultats recherchés? Quels sont les objectifs recherchés? Et au regard de ces objectifs et ces résultats, sont-ils en adéquation avec l'utilité et la pertinence? Et troisième sphère, c'est du coup l'efficience, c'est-à-dire les moyens que l'on va mobiliser pour pouvoir produire ce que l'on doit faire, c'est-à-dire l'activité de travail. Quels sont-ils et qu'est-ce que l'on peut mobiliser ou qu'est-ce qui est mobilisable? Ce qui veut dire
que la performance, elle a une dimension plutôt systémique et elle n'a surtout pas une dimension économique. Ce qu'on va rechercher dans la qualité de vie au travail en termes de performance, c'est vraiment la question de faire un acte de travail qui sert la société, qui sert l'individu, avec un équilibre. C'est pour ça que je vous parlais d'homéostasie, parce que c'est vraiment un équilibre compliqué et sur lequel on ne va pas faire n'importe quoi au nom de l'économique. On va bien évidemment avoir cette dimension de performance économique, mais cette performance économique, elle est à modérer au regard des moyens mobilisés et de l'efficience que l'on veut atteindre, et bien évidemment avec son pendant d'utilité. Donc voilà, je dirais, comment on peut comprendre de façon assez générale qu'est-ce que la qualité de vie au travail. Donc la qualité de vie au travail, c'est quelque chose aussi qui est complexe et qui est relatif à toute entreprise selon l'univers dans lequel elle est et selon le système de fonctionnement dont elle dépend. Par contre, ce qu'on peut retrouver, peu importe les univers, ce sont les piliers de la QVT, c'est-à-dire sur quoi on va appuyer une démarche QVT. Donc là, on est bien dans la dimension objective. Eh bien, on va les appuyer sur 6 piliers. Ces 6 piliers de la QVT sont bien expliqués notamment par les travaux de l'ANACT et la Marguerite de l'ANACT. Donc, la QVT, elle se travaille et elle est servie, et elle est construite à partir du contenu du travail. Donc, le contenu du travail, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on fait, de quelle manière on le fait, avec qui on le fait. C'est aussi le processus de coordination, c'est-à-dire jusqu'où je peux aller, jusqu'où nous pouvons aller, où je me situe dans le process de production. Est-ce que je me situe en amont, en aval, au cœur, et avec qui dans mon contenu de travail? Est-ce que c'est un contenu de travail qui est une tâche ou est-ce que c'est de l'activité? Donc, c'est ça, tous ces questionnements-là qui participent à la QVT. Et ce qu'on va rechercher à chaque fois qu'on va interroger un univers, comme le contenu de travail, par exemple, c'est de faire en sorte d'aménager la démarche structurelle de l'entreprise avec le bénéfice individuel en tant que périmètre d'activité et d'autodétermination des acteurs, donc des travailleurs. La santé au travail, ce qu'on va rechercher, c'est non pas prévenir, au sens de prévenir les risques professionnels, ça c'est carré. Quand on travaille sur la QVT, ça veut dire qu'on est passé au-delà de ça et on est plutôt dans l'idée d'accompagner les professionnels à faire en sorte d'éviter qu'ils se dégradent la santé et tout faire pour les accompagner à pouvoir continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles en termes de santé. La question de la compétence et des parcours professionnels, je dirais c'est assez basique, mais c'est de travailler sur de quelle manière est-ce qu'on peut progresser dans l'entreprise et de quelle manière les professionnels peuvent être acteurs de leur progression dans l'entreprise. Et de quelle manière est-ce qu'on peut aussi ouvrir à d'autres univers dans l'entreprise avec les évolutions des métiers. Ce qui est important, c'est que ce soit dans le contenu du travail ou dans le parcours professionnel, la base, c'est la question de la compétence, ce qui veut dire que ce n'est pas nécessairement la dimension du métier qui est important, mais c'est la dimension de la compétence, c'est-à-dire c'est de réfléchir dans le contenu du travail, les fonctions qui se construisent, qui évoluent. Donc, peu importe, je dirais, l'univers de formation initiale que l'on peut avoir, voire le métier que l'on peut avoir à l'origine, mais par contre, c'est donner la possibilité aux individus, dans le cadre du collectif, d'exercer leurs compétences. Donc, du coup, c'est de réfléchir la distribution des univers de travail. La question de l'égalité professionnelle pour tous est très forte, puisque comme on tient des personnes en santé dans le travail, avec la santé au travail d'un point de vue de la qualité de vie au travail, ça veut dire qu'on va aussi faire en sorte d'ouvrir l'univers du travail ou de maintenir dans le travail des personnes qui ont des difficultés d'accès, par exemple pour des questions de santé, pour des questions de handicap,
pour des questions d'âge, etc. Donc, l'égalité professionnelle, je dirais à minima, c'est l'égalité sexuée, homme-femme, c'est l'égalité d'âge, mais c'est aussi toutes les égalités d'accès au travail et de maintien dans le travail. Donc, ça, c'est une grande question aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est assez difficile dans nos univers. Je vais aller sur les relations de travail et je terminerai par la bulle du management participatif. Concernant les relations de travail et le climat social, donc bien évidemment, c'est de quelle manière on a la possibilité de manière formelle ou informelle de se retrouver. La relation de travail, c'est est-ce qu'on peut, entre pairs, faire une réunion au dépoté? Est-ce qu'on peut discuter autour d'une machine à café? Est-ce qu'on a des interlocuteurs auprès desquels on peut déposer nos soucis professionnels? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut discuter? Donc, dans le climat social, la relation de travail, il y a aussi la question du dialogue social. Le dialogue social n'est pas, dans la qualité de vie au travail, réservé aux élus, aux délégués du personnel, aux représentants du personnel, mais bien ouvert à tout à chacun qui veut s'ouvrir et participer à la réflexion. Par exemple, une illustration d'une démarche QVT suite à la période Covid, c'est par exemple la façon dont ont été construits un certain nombre d'accords QVT qui ont été construits dans le cadre du dialogue social. C'est-à-dire que certes, il y avait des représentants du personnel, mais surtout, il y avait des personnes qui avaient vécu et qui vivaient le télétravail et qui venaient pour réfléchir autour de cet accord pour servir la qualité de vie au travail. Donc, ça va servir l'organisation de l'entreprise et la continuité du travail, tout en permettant d'avoir un élément de satisfaction individuelle. Et ça, c'est possible à partir du moment où le dialogue social et donc le climat social et les relations de travail sont des relations que je dirais ouvertes. Et pour terminer, dernier pilier, c'est ce qu'on appelle le management participatif. Alors, c'est un gros mot parce que participatif, ça veut tout dire et rien dire. Ce que présuppose la qualité de vie au travail, c'est de réfléchir de quelle manière on peut engager une autre façon de travailler les relations hiérarchiques en introduisant notamment la dimension de la relation d'autorité fonctionnelle. Donc, l'autorité hiérarchique descendante, celle-là, ça marche bien, elle est inhérente à tout groupe social, qu'est par exemple un groupe de travailleurs, qu'est une entreprise, donc avec un chef et puis des personnes qui sont, je vais dire, sous-chefs et puis exécutants. Et donc, on sait très bien à qui l'exécutant doit rendre compte et est sous l'autorité hiérarchique du sous-chef et du chef, et le sous-chef est sous l'autorité du chef. Donc, je dirais, ça, c'est une organisation simple, et cette organisation simple et pyramidale, donc cette organisation hiérarchique, elle est naturelle, puisqu'elle est propre de chaque groupe humain. Mais ce que va chercher la qualité de vie au travail, c'est que si on reste dans cette situation-là, on risque de ne pas arriver à obtenir du bien-être. Et si on n'obtient pas du bien-être, on obtient de la méqualité de qualité de vie au travail. Donc, dans le management participatif, c'est de réfléchir justement comment on peut construire d'autres formes d'autorité avec la possibilité d'exprimer l'autodétermination des acteurs, notamment par la reconnaissance des compétences, notamment par la construction de relations de travail différentes et notamment par la façon dont on peut construire le contenu du travail. Donc, l'idée du management participatif, c'est l'idée de la clarté, on sait où on va, on sait comment on y va et on redéfinit d'autres manières pour faire en sorte que la gouvernance s'inscrive avec une participation des acteurs qui leur permettent de s'autodéterminer. Ce qui veut dire que la qualité de vie au travail présuppose que l'on va au-delà de ce qui existe aujourd'hui. C'est l'idée de choisir un chemin différent pour demain. Donc, voilà la définition et à grand rappel
rapidement, mais à quoi correspond la dimension objective de la qualité de vie au travail. Et est-ce que tu peux nous expliquer la différence avec le bien-être au travail? Alors, le bien-être au travail, comme je l'ai dit précédemment, elle est sur la dimension donc subjective. Donc, la notion de bien-être au travail, c'est la notion de la perception que l'on a tous individuellement et collectivement, hein, des situations de contraintes qu'on a dans l'univers professionnel. C'est pour ça que vous pouvez avoir des univers professionnels qui vont, deux univers professionnels similaires, avec les mêmes contraintes, avec les mêmes moyens, avec les mêmes objectifs, avec la même lecture et la même commande du sens, avec la même pertinence. Donc, vous avez trois univers qui forment la performance. Tout ça est nourri de manière égale et vous pourrez avoir un collectif de travail et des individus qui vous diront ben oui, ça va, voire ils sont satisfaits, et d'autres qui vous diront bof, non, on est insatisfait, parce qu'on est sur la dimension de la perception de la contrainte. Alors, pourquoi et qu'est-ce que veut dire cette perception et qu'est-ce qui fait qu'on va dire c'est oui, c'est non ou c'est bof en termes de bien-être? C'est que le bien-être va intégrer la question de notre réalisation individuelle et personnelle. Cette réalisation individuelle et personnelle, elle est sur trois univers. Un premier univers qui est la dimension hédonique. Comme je vous le mets, c'est Yves Clos qui explique que le travail, il est ambivalent, mais surtout, il est donc extrêmement jouissant. Donc, ce qu'on va rechercher dans le travail, c'est la dimension de la jouissance, de la satisfaction. Alors, on a tous connu ça, des journées où c'est une super journée et on a une satisfaction dans la réalisation qu'on a eue, dans la perception, et on n'est pas toujours en capacité de pouvoir nommer pourquoi c'était une super méga journée. C'est plein de petits trucs qu'on fait que c'était super méga. Ce qui veut dire qu'individuellement, dans le travail et dans notre activité, pour être bien, il faut quelque part qu'on y trouve de la jouissance. La jouissance ne veut pas dire qu'il faut qu'on s'éclate tous les jours. Hein. La jouissance veut dire qu'il faut qu'on parvienne à être bien au travail et avoir des instants d'immense satisfaction. Donc, pour pouvoir avoir ces instants d'immense satisfaction, ça présuppose que dans la façon dont on va travailler et avec les personnes avec lesquelles je vais travailler et le cadre dans lequel je vais travailler, donc le cadre en termes de conditions, mais le cadre aussi en termes de relations, le cadre en termes de relations hiérarchiques et fonctionnelles, vont me permettre de pouvoir m'inscrire dans des instants de jouissance. Deuxième dimension de réalisation de soi, et on est dans plus, hein. Quand on a les trois, c'est bingo, c'est super. La deuxième dimension, c'est la dimension eudémonique, et la dimension eudémonique, elle est expliquée par 2 jours, et je vais vous la nommer par la question de la reconnaissance. C'est pour ça que vous avez, quand vous êtes responsable d'équipe ou d'une structure, souvent, les professionnels vous disent on n'est pas reconnu, on manque de reconnaissance. Pourquoi? Parce que dans la réalisation du travail qu'ils font, ils ont l'impression que leur dimension eudémonique n'est pas nourrie. Comment elle peut être nourrie? Ce que nous dit 2 jours, il nous dit cette dimension, c'est le plaisir de l'accomplissement des choses utiles. C'est-à-dire qu'impérativement, si on ne me renvoie pas à titre individuel ou au collectif dans le travail dans lequel je suis, que je sers à quelque chose, que ce que je fais a une utilité, eh bien, je ne nourrirai pas ma dimension eudémonique. Ça, c'est ce qu'on appelle le jugement de beauté selon 2 jours, auquel il faut y ajouter pour avoir réellement une satisfaction pleine et donc une réalisation de soi pleine sur cette dimension-là, la question de la beauté. Cette question-là, c'est non seulement je vous reconnais une utilité, vous servez à quelque chose et je vous remercie de votre utilité, jugement d'utilité, mais en plus, jugement de beauté, parce que la façon dont vous le faites, le doigté avec lequel vous le faites, l'empathie avec laquelle vous êtes, la manière dont vous le faites, eh bien, c'est extraordinaire. Et donc, on va reconnaître quelque part une forme de professionnalisme, on va reconnaître surtout
l'individualité et les compétences individuelles de tout un chacun dans le travail. Et là, on va vraiment nourrir l'accomplissement de la chose utile. Pour l'illustrer, c'est le fait que jugement d'utilité, vous êtes dans une structure où vous vous occupez de personnes, par exemple une structure pour personnes âgées, une personne pour personnes en situation de handicap, par exemple, et le jugement d'utilité, c'est ce que vont renvoyer les familles, par exemple, en disant vraiment super, parce que ce que vous faites, ben moi, je ne serais pas capable de le faire. Et vraiment, heureusement que vous êtes là, parce que mon papa, ma maman, mon frère, ma soeur, ma tante, peu importe, on ne sait pas comment on aurait fait sans vous. Ça, c'est le jugement d'utilité. Et le jugement de beauté, ça va être non seulement vous êtes utile et je vous remercie, mais en plus, la façon dont vous le faites, vous arrivez à le faire sourire, vous le prenez, vous suivez son rythme, vous savez, vous faites des choses, et vous savez qu'il aime danser, vous prenez le temps de danser avec lui, de chanter, vous l'amenez dehors parce que vous savez qu'il aime être dehors tous les jours, etc., etc. Ça, c'est le jugement de beauté. Et ça, c'est, je dirais, trivialement ce qu'on appelle la reconnaissance au travail. Et troisième dimension, qui est la dimension de l'authenticité. Et la dimension de l'authenticité, elle s'exprime à travers le concept d'agencement qu'a développé Deleuze et Guattari, qui sont deux philosophes. Et c'est le fait d'être en harmonie avec son univers, donc être en résonance. C'est-à-dire que je ne pourrais me réaliser moi-même si je ne suis pas amenée à faire des grands écarts tous les jours dans l'univers de travail. Et qu'en effet, que ce que je vais faire, je vais le faire parce que ça correspond à ce que je suis et ça me permet du coup aussi d'être en résonance avec mon univers. Ça ne veut pas dire que l'univers, la structuration du travail qui vous est proposée par l'établissement, par l'entreprise, doit correspondre à ce que vous êtes. Mais ça veut dire que vous arrivez et vous avez la possibilité de vous agencer, donc de vous arranger à pouvoir exprimer votre être, ce que vous êtes et votre singularité, votre essence dans l'univers du travail. Vous n'êtes pas obligé de tordre le nez. Cette idée-là. Mais par contre, il faut bien comprendre qu'il y a la question de l'agencement. Donc, l'agencement veut dire qu'on aménage son univers et qu'on a la possibilité d'aménager cet univers. Donc, pour terminer, la qualité de vie au travail et le bien-être au travail sont interdépendants les uns et les autres. Par contre, quand on va être dans la dimension de la subjectivité, on va plutôt être dans la dimension d'une stratégie élaborée, d'une démarche, d'une concertation avec les parties prenantes et de réfléchir autour des organisations du travail. C'est-à-dire que quand on est dans cette démarche et stratégie, c'est plutôt de choisir, de maintenir, d'identifier pour demain et continuer à être performant le schéma qu'on va choisir d'une manière organisationnelle, structurelle pour l'établissement. Et le bien-être, c'est au regard de ces stratégies, elle doit permettre aux individus via, comme je le dis, un processus complexe de pouvoir ressentir, percevoir un bénéfice positif. Donc voilà la singularité de la qualité de vie au travail et le lien entre ça et le lien avec la bien-être au travail et donc le lien entre l'objectivité et la subjectivité. Sandrine, j'espère que ça vous a... Oui. Tu évoques la QVT comme une stratégie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur quoi repose cette stratégie? Alors, en effet, pour pouvoir arriver à accueillir du bien-être et construire du bien-être, il faut réfléchir de manière stratégique. C'est-à-dire que la QVT, c'est vraiment choisir ce qu'on va faire demain. Ce n'est pas subir. Donc, on peut faire de la QVT à partir du moment où on retrouve un univers relativement serein qui nous permette du coup d'avoir la possibilité d'être acteur sur notre choix de modification. Et la stratégie QVT, elle se construit sur 3 univers. Un univers qui est de réfléchir l'accompagnement des organisations, c'est-à-dire si c'est un accompagnement des organisations
organisation qui se fait où l'injonction est aujourd'hui pour demain, ça, ce n'est pas de la QVT. La QVT, c'est on sait que demain, etc., etc., nous décidons de transformer nos organisations de telle manière. C'est pour ça que je vous dis bien, c'est un chemin choisi. Et l'accompagnement des transformations organisationnelles, elle est de pair avec l'amélioration des conditions de travail. Il ne faut pas perdre ce qui existe déjà. Elle va bien aussi garantir la performance, mais surtout, elle va se construire sur la réflexion de deux choses en termes d'organisation. Il y a l'organisation qui sont les modalités de coordination du travail, c'est-à-dire quel est le choix qui est fait en termes de rationalisation du processus de production. Je le mets sous ce schéma-là, c'est exactement ça qui se joue, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va choisir, avec qui va travailler, de quelle manière on va travailler. Par exemple, une rationalisation du processus de production, c'est on décrète que demain, on va travailler sous le schéma de la démarche projet. On peut le décréter, mais si on ne l'accompagne pas, ce ne sera pas de la qualité de vie au travail. Pour que ce soit de la qualité de vie au travail, pour pouvoir faire de la démarche projet, ça veut dire qu'on va réfléchir la logique d'acteur et on va réfléchir qui est légitime pour nourrir et mener ces projets, de quelle manière on va construire la relation fonctionnelle et de quelle manière on va permettre aux individus de pouvoir exister. Ce qui veut dire que l'accompagnement des transformations, c'est sur deux univers, c'est obligatoirement travailler la dimension structurelle, c'est-à-dire la ligne managériale, la ligne d'autorité, et c'est de réfléchir la coordination du travail avec les périmètres d'autonomie des individus. La question de l'autonomie, quand elle est comprise dans la qualité de vie au travail, c'est autonomie au sens de créer ses propres normes. Si on est dans un univers extrêmement normé où on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne fait pas une stratégie de QVT. La stratégie de QVT, c'est de dire on va ouvrir le périmètre de travail et permettre aux individus de pouvoir s'autodéterminer dans un cadre, bien sûr, mais être en capacité de créer leurs propres normes pour répondre à l'amélioration des conditions de travail et à l'accompagnement de la performance. Donc ça, c'est une première question de la stratégie de la QVT. Donc, c'est une stratégie très particulière. Ce n'est pas une stratégie, c'est une stratégie de changement au sens d'utopie, quelque part. C'est pour ça, d'ailleurs, que en termes d'accompagnement des transformations des organisations, ce qui est paru, c'est par exemple l'entreprise libérée, c'est le management agile, etc. Oui, mais est-ce qu'on a structurellement la possibilité de le faire? Et la QVT, c'est le changement structurel pour pouvoir arriver à ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on cherche cette question de l'autonomie et de l'autodétermination des individus? Parce qu'on sait que si je fais une stratégie de cet ordre-là, inévitablement, je vais agir sur les conditions d'emploi, puisque les conditions d'emploi, c'est peut-être que j'ai un métier qui est un tel et un tel, mais étant donné qu'on va être dans une logique de compétences et que mon métier, mon univers de travail m'ouvre à d'autres choses, ce n'est pas mon métier qui va conditionner ma fonction, mais c'est l'univers de travail et les compétences que je vais exploiter qui vont définir ma fonction. Donc, du coup, ça permet une autodétermination et une ouverture vers d'autres choses. Et bien évidemment, le contenu du travail s'en trouve chamboulé et s'en trouve complété. Et bien évidemment, à partir du moment où on donne la possibilité aux personnes de pouvoir se déterminer dans le travail, c'est qu'on l'accompagne avec des espaces d'expression où on va avoir des espaces d'expression qui vont accompagner la mise en œuvre et l'action du travail. Ces trois bases, trois petites bulles, vont et bien sûr aboutir à une perception plutôt positive de la qualité de vie au travail. Donc, il y a un pari, on aura toujours des personnes pour lesquelles ce sera plus ou moins neutre, certaines pour lesquelles ce sera négatif, mais en règle générale, la majorité sera dans du positif. Alors, il faut voir que la qualité de vie au travail, c'est une stratégie, on
cherche le bénéfice parce que ça correspond aussi à une commande sociétale, il y a une demande des acteurs au travail. Donc, quelque part, qualité de vie et bien-être au travail, c'est une convergence, c'est main dans la main et c'est le même combat. L'un ne peut pas aller sans l'autre, c'est-à-dire s'il n'y a pas de stratégie de qualité de vie au travail et qu'on fait des ateliers gestion du stress, bon, ben, ça leur fera du bien sur le moment, mais comme on n'agira pas sur les agents stresseurs et qu'on ne modifiera pas et qu'on ne permettra pas aux individus de pouvoir lever les contraintes qui font qu'ils stressent, ben, le bénéfice, il est peanuts. Donc, l'un se réfléchit en miroir de l'autre. Donc, c'est vraiment une question de construction, de réflexion de fond. Qu'est-ce qu'on choisit demain comme gouvernance d'établissement, d'entreprise? De quelle manière on construit cette gouvernance? De quelle façon on permet aux individus et on redistribue les individus dans cet univers-là pour faire en sorte qu'au niveau collectif, ils s'en retrouvent et qu'au niveau individuel, ils soient bien. Donc, comme je le mets, l'un ne va pas sans l'autre. Par ailleurs, excuse-moi, oui. J'ai une question par le chat qui a un lien entre collectif et individuel. La question, c'est, question remarque, l'autonomie et l'autodétermination peuvent être refusées par l'individu. Et donc, la question, c'est comment gérer les besoins d'autonomie différents dans une même équipe? Alors, c'est la question de la… Là, je vais prendre la question de la maturité. C'est-à-dire que il y a des univers de travail, c'est-à-dire que la personne qui pose cette question-là a peut-être envie de travailler de l'autonomie et de l'autodétermination au sein de ses équipes ou au sein de son équipe, mais si son équipe n'est pas en possibilité parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt, parce qu'ils ne sont pas rassurés, parce que pour X raisons, ils n'arrivent pas à s'en emparer, ce n'est pas la peine d'y aller. Déjà, c'est une première chose. La qualité de vie au travail présuppose que les gens soient en capacité de se saisir de ce qu'on va construire. Déjà d'une. Et donc, ensuite, c'est l'autodétermination et la construction de l'autonomie ne peut se faire qu'au regard de ce que veulent prendre les personnes. Donc, c'est du coup de partir de ce qu'ils expriment et cette expression va, du coup, vous allez construire la qualité de vie au travail et du coup, proposer une démarche autour de ce dont ils veulent se saisir. C'est aussi toute la difficulté au niveau stratégique que je vais vous expliquer sur la logique des acteurs. C'est vraiment une difficulté. Et je vous donnerai une réponse dans un des outils que je propose à la fin. Voilà. OK. Donc, du coup, justement, on va continuer dans ce sens sur quels sont les leviers pour développer cette QVT. Alors, les leviers par rapport à ça, donc moi, je vous en propose 3 parce que c'est ces 3 leviers qui sont relativement faciles à mettre en œuvre et qui peuvent être mis en œuvre sur une logique d'établissement comme une logique d'équipe. Première chose, on ne peut pas construire de la qualité de vie au travail si on ne parle pas du travail. Il est très important de remettre le travail, de discuter le travail et de repenser le travail de manière collective. Plus on a une coordination du travail parcellaire, moins on va proposer de la qualité de vie au travail parce que la qualité de vie au travail présuppose qu'on réfléchisse ensemble autour de l'objet du travail et que l'on accepte la discorde pour parvenir à une concorde. C'est la contradiction dans des espaces de discussion du travail permettent d'avoir d'ailleurs un bénéfice immédiat. Et du coup, le fait de pouvoir s'exprimer tout simplement. Et du coup, le partage permet aussi de construire des éléments qui vont permettre de construire le travail ensemble. Et l'acceptation de la différence et de poser ce qui est important. Dans la discussion du travail, il y a des endroits où le plus important, c'est le chemin. Il y a d'autres endroits, le plus important, c'est la finalité.
Ben, ça, que ce soit clair. Du coup, si c'est posé dans l'équipe que ce qui est le plus important, c'est la finalité, on va dire, ben, on arrête de se chicaner pour savoir pourquoi il y en a une qui fait comme ci, pourquoi il y en a un qui fait comme ça, puisque le chemin que chacun choisit, on s'en fiche un peu. Le principal, c'est qu'on arrive tous au bout de la route à la même chose. Alors qu'il y a d'autres endroits, en effet, il est très important de suivre le même chemin et du coup de réfléchir au chemin que l'on peut partager ensemble. Donc ça, c'est la première chose, c'est des espaces de discussion. Espace de discussion ne veut pas dire réunion de travail, je précise bien, ne veut pas dire réunion d'équipe. L'espace de discussion, c'est le temps où on va faire un point, voilà ce qui se passe. L'espace de discussion, c'est avant de se mettre au travail, de dire, bon, ben là, on a telle situation, comment on fait? L'espace de discussion, il peut être formalisé, mais c'est surtout apprendre aux individus à partager sur le travail et à discuter du travail. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est le concept de subsidiarité. La subsidiarité, c'est, alors, de façon provocatrice, il est mis laisser faire les gens qui savent faire. Mais c'est exactement ça, c'est laisser la responsabilité de l'action et donc de l'acte posé à ceux qui sont les plus près de cette action et qui la connaissent le mieux et qui sont concernés. Donc, accepter de déléguer des responsabilités, accepter de laisser faire, même si ce n'est pas comme vous avez envie que ce soit fait, mais à partir du moment où il n'y a pas d'erreur par rapport à une norme, par rapport à quelque chose qu'il faut impérativement respecter, laissez-les faire. Et l'idée aussi, c'est de se servir des savoirs des uns et des autres pour aller faire. Donc, la subsidiarité en termes managériels notamment, c'est quand on réfléchit à une situation, c'est de faire parler ceux qui le savent faire et que ceux qui savent faire apportent leurs connaissances aux uns et aux autres et du coup mettent leurs compétences de savoir empirique, méthodique, technique, voire connaissance au bénéfice des autres. Donc ça, c'est deuxième levier, c'est la subsidiarité. Pas facile à mettre en œuvre, mais par contre extrêmement générateur de satisfaction et donc d'une perception positive. Et en travaillant, réponse à la question qui était posée tout à l'heure, si vous voulez travailler sur l'autonomie et rendre, entre guillemets, autonome, laissez-les faire. Laissez-les faire. Plus ils auront la possibilité de faire, d'agir, de corriger les actions en collectif, plus ils deviendront autonomes et plus ils auront la possibilité de s'autodéterminer. Donc voilà un levier pour créer et amener des individus à avoir une maturité sur l'autodétermination et l'autonomie. Troisième levier, c'est la question du commun du travail. Quand vous avez à réfléchir sur la qualité de vie au travail, on ne réfléchit pas sur le truc qui arrive une fois tous les 4 matins. On réfléchit sur ce qui est le commun, la base qui est partagée par tout le monde, ce qui est le plus partagé. Parce que des fois, il n'y a pas des trucs où on partage tout le monde partage, mais du coup, sur les endroits où un maximum de personnes se retrouvent. Et donc, c'est de réfléchir ensemble sur les conditions du travail, vous voyez, commun. Qu'est-ce qui fait qu'on travaille ensemble? Et du coup, là aussi, on va être sur le fait qu'on va créer de l'interdépendance. Parce que pour qu'il y ait de la qualité de vie au travail, on doit parvenir à remettre en place et maintenir, créer, consolider des relations de travail plutôt positives, c'est-à-dire aussi de créer des solidarités de travail. Et ces solidarités de travail, elles sont basées sur le travail. Ce n'est pas parce que je suis copain ou copine. Ça n'intervient pas dans la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, elle se base sur le travail réel, sur ce qu'on ferait dans la vraie vie. Donc, du coup, le commun du travail, c'est de qu'est-ce qu'on partage tous. Et c'est là où on va aussi construire et on va renforcer la question de l'utilité.
et donc du sens et de la pertinence. L'utilité, je vous en fais référence par rapport à ma bulle utilité dans mon schéma sur la performance. Et plus on travaille sur le travail, plus on sera en capacité de mobiliser les moyens alloués ou possiblement à disposition et qu'on ne mobilise pas de façon. Donc, ça aussi nourrit la dimension d'accomplissement. Le travail commun nourrit la reconnaissance des uns et des autres et permet de manière individuelle, dans la dimension démonique, de nourrir le jugement de beauté. Donc, ça, c'est important. Voilà les 3 leviers qu'on peut du coup identifier. Alors, je vous en ai donné que 3, mais déjà, si vous arrivez à mettre ces 3-là, c'est tip top. Et quels sont les acteurs clés pour développer la qualité de vie au travail, activer tous ces leviers? Alors, les acteurs clés, si je suis sur la dimension de la stratégie, donc la démarche, la réflexion, le chemin qu'on choisit, bien évidemment des représentants de la direction. Pas de façon assez systématique, on met la direction qualité et la DRH. Ce n'est pas parce qu'il y a le mot qualité, ça n'a rien à voir avec la qualité en termes de qualité de produit, qualité de service, etc. Ce n'est pas une démarche qualité au sens de la certification, l'accréditation, norme ISO. La qualité de vie au travail. Donc, du coup, ce n'est pas nécessairement monsieur qualité ou madame qualité de l'établissement. Bien évidemment, il faut un représentant de la direction, mais ce n'est pas obligatoirement le représentant des ressources humaines. Ça peut être n'importe qui est intéressé par le projet. Il faut des représentants du personnel, mais j'ai bien mis représentants du personnel, on ne met pas les membres du CHSCT. C'est qui est intéressé parmi les membres du personnel par la thématique de la QVT. La QVT n'est pas du ressort du CHSCT, n'est pas du ressort du CSE et des personnes qui siègent à la commission conditions de travail. C'est vraiment les représentants de personnel qui sont intéressés. Et la grande cohorte des acteurs, ce sont les salariés, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde. Et l'idéal, je dirais, d'un COPI ou d'un groupe de travail QVT, c'est d'avoir des représentants des différents univers professionnels avec les différentes strates hiérarchiques et avec 1 ou 2 représentants du personnel. Ce n'est pas la peine d'en avoir 25 000. Je dirais 1 par couleur, c'est largement suffisant, et 1 ou 2 représentants de la direction. Donc, c'est ça l'idéal. Eux, ils vont mettre en place la stratégie et réfléchir à la stratégie. Et puis, pour le processus de bien-être, c'est tous les salariés de la direction à l'exécutant de base. C'est tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est-à-dire qu'une démarche QVT, une stratégie du QVT, elle doit parvenir à provoquer quelque part, à amener du processus de bien-être et du bien-être à l'ensemble des acteurs qui travaillent dans l'institution. Donc aussi, ce qui veut dire que avoir du bénéfice positif, ça veut dire que c'est aux salariés de se saisir de ce qui est proposé dans l'entreprise. Et donc, pour répondre à la question, vous pouvez proposer, s'ils ne veulent pas s'en saisir, c'est comme ça, mais ils ne pourront pas vous le reprocher. Donc voilà pour la question des acteurs. Ce qu'il faut voir sur la question de la qualité de vie au travail et pourquoi ces acteurs-là, c'est là je vous ai fait une petite frise chronologique. La qualité de vie au travail, c'est construire le changement, c'est choisir par où on va passer, c'est construire l'avenir. Je ne pourrais m'inscrire dans une qualité de vie au travail qu'à partir du moment où le dispositif de réparation et de compensation et donc l'accompagnement individuel des situations de réparation et de compensation, donc l'accompagnement des troubles, est calé dans mon entreprise. Et à partir du moment aussi où la démarche de prévention des risques professionnels est calée. Si vous vous retrouvez dans une situation où ces 3 premières briques ne sont pas calées, ne vous engagez pas dans une construction de qualité de vie au travail.
puisqu'on va au-delà de la prévention. Vous avez vu sur la dimension de la santé, je vous ai dit, bon, bah, ça y est, les gens sont dans une logique de prévention, c'est fait. Au contraire, on va tout faire pour garantir encore mieux. D'accord? Et ce qui veut dire que ce dossier-là, il est calé. Donc ça, c'est la singularité. Ce qui explique pourquoi on n'a pas ni besoin des gens du CHSCT ou du CSE conditions de travail, et ce n'est pas eux qui sont au centre. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'avoir des personnes qui vont être acteurs du changement. Alors, c'est vrai que dans les démarches, on va avoir des acteurs privilégiés tels que l'encadrement, mais pas simplement. C'est-à-dire, c'est tout à chacun qui a envie de travailler ce sujet-là. Donc, voilà pour la question des acteurs. Et donc, est-ce que tu peux nous apporter 2-3 idées sur comment on va s'y prendre pour mettre en œuvre la QVT? Alors, je vous propose une première démarche qui est vraiment la mise en œuvre de la QVT, c'est-à-dire la démarche. Qu'on soit petit ou grand établissement, dès le démarrage, c'est de réfléchir votre système d'acteurs. Je mets bien système d'acteurs. Donc là, c'est de justifier et de reprendre ce que je vous propose, hein, monsieur, madame, tout le monde, quelques représentants de la direction, quelques représentants des personnels et ceux qui sont intéressés par la thématique. C'est de définir le cadre et le processus de la démarche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vise, c'est-à-dire dans notre stratégie, quel est l'objectif ou quelle est la finalité qu'on vise. Parce qu'autrement, on peut aller sur tout et n'importe quoi. On peut s'appuyer sur les 6 piliers, choisir 1 ou 2 piliers, pas beaucoup plus. Vaut mieux fonctionner étape par étape, je dirais un thème après thème. Et après, c'est d'identifier dans le pilier que vous avez choisi d'investiguer, d'identifier chez vous qu'est-ce qui a travaillé en termes de qualité de vie au travail, c'est-à-dire en quoi c'est à travailler pour construire une modification pour demain et le bénéfice des individus. Ce qui présuppose que le diagnostic, ce n'est pas un diagnostic quantitatif, quantitatif, oui, c'est ça, mais c'est bien un diagnostic qualitatif, on va parler du travail. Ce qui veut dire aussi que la QVT, elle peut très bien démarrer dans des univers singuliers et après se déployer dans d'autres univers. Donc, on peut choisir de travailler, je dis n'importe quoi, de commencer par le service commercial. Ce n'est pas qu'on laisse les autres de côté, mais on identifie que le thème à travailler et ce qui est parlé dans le travail concerne principalement les commerciaux, donc on bosse ça. L'expérimentation, c'est-à-dire que la QVT, c'est la mise en place d'une nouvelle façon de fonctionner. Donc, ça veut dire qu'il faut expérimenter. Et il faut voir avec les opérationnels, les gens qui font le travail, si ça marche ou ça ne marche pas. Donc, du coup, on essaye, on réévalue, on essaye, on réévalue. À partir du moment où on se retrouve sur une expérimentation qui trouve un équilibre et qui n'a plus besoin d'être en modification et en réajustement, on peut pérenniser le mode de fonctionnement, voire le proposer à d'autres. Ce qui veut dire, là, je vais vous l'illustrer à travers un exemple concret, une structure dans laquelle je suis intervenue. Donc, système d'acteurs, on a mis des personnes représentant tous les univers de travail et on a défini le processus de la démarche, par exemple, en disant ce groupe sur lequel vous allez y travailler, vous vous engagez pour 2 ans et on a délimité, cadré qu'est-ce que c'était la QVT dans l'entreprise. C'est-à-dire que tout le monde a défini la définition dans cet établissement de la QVT et défini la finalité des projets et des propositions que devaient être mises en place par ce COPIL. Le diagnostic, ça a été ils ont identifié différents thèmes. Et entre autres, ils ont identifié un thème qui était qu'ils s'étaient aperçus qu'il y avait des personnes qui exprimaient beaucoup le fait de faire du mauvais travail, c'est-à-dire du travail de mauvaise qualité.
Et donc, on est allé dans ces services qui exprimaient cette dimension dans le diagnostic de mauvais travail. Et on a parlé avec eux sur qu'est-ce que vous appelez le mauvais travail, et on a du coup posé un diagnostic. Le diagnostic était qu'ils avaient la perception que ce qu'ils faisaient n'était pas en adéquation avec leur dimension authentique. Et donc, du coup, parce qu'ils ne pouvaient pas agir sur telle et telle chose, parce qu'ils étaient contraints par telle et telle chose, etc. Donc, l'expérimentation qui a été proposée dans l'opérationnalité a été de permettre de lever les contraintes et de permettre, du coup, d'ouvrir le contenu du travail et d'ouvrir les périmètres de travail. Et derrière, ça a été aussi de réfléchir le management de ces équipes. C'est quelque chose qui a été fait pas à pas, puisque ça a mis 1 an avant de trouver une dimension, avant de trouver un mode de fonctionnement qui a pu être pérennisé et stabilisé. Et après, cette expérimentation et cette façon de travailler, elle s'est ouverte sur d'autres services et a permis du coup d'avoir des bénéfices immédiats qui se sont vus, puisque un turnover moins important, des gens beaucoup moins fatigués, des prises d'initiative, etc., ce qui était recherché. Donc, voilà comment on peut faire de la QVT. Donc, même si c'est quelque chose à grande échelle, c'est une démarche qui fonctionne dans sa mise en œuvre sur des petits espaces. Autre singularité, autre manière, et là, je serai plus sur, par exemple, un service qui veut travailler sa QVT, ou une entreprise qui ne sait pas par quel bout prendre et qui trouve que la démarche, là, diagnostic, tout ça, c'est trop compliqué et qui veut faire quelque chose de beaucoup plus empirique, on peut aller sur simplement travailler sa stratégie QVT, définir donc sa stratégie en disant et en réfléchissant, en disant, on reprend les 6 piliers, on peut faire des post-it pour illustrer dans son univers pour chaque pilier ce qui existe dans l'entreprise, et on dit c'est existant et satisfaisant, on le met là. C'est existant et insatisfaisant, on met là notre autre post-it. Inexistant et non souhaitable, bah, du coup on laisse tomber, et inexistant et souhaité. Vous faites ce listing à travers les 6 piliers et vous voyez émerger du coup des sujets sur lesquels il est à travailler. Et ce que vous allez travailler, c'est l'existant et l'insatisfaisant et l'inexistant et le souhaité. Et sur la pile de post-it qu'il peut y avoir dans vos 2 cases, vous allez en choisir 1 ou 2. Excuse-moi, Anne-Sandrine, quand tu parles des piliers, oui. Tu parles des pétales de la marguerite? Oui, des pétales de la marguerite, ouais, des 6 piliers. Oui, tout à fait. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que on peut le faire au niveau d'un établissement qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Et puis, on peut le faire dans un service en disant, par exemple, sur contenu du travail, on peut dire le planning, vous pouvez travailler avec des tâches, vous pouvez travailler avec des activités, vous pouvez travailler avec des actes spécifiques, etc. Et donc, du coup, c'est facile et c'est nommable. Et donc, du coup, si derrière, ce qui ressort, c'est-à-dire c'est existant mais insatisfaisant, c'est le planning, vous pouvez dire, bon, ce qu'on va bosser cette année, c'est le planning. Et du coup, de travailler avec un groupe et de dire, bon, qu'est-ce qui coince dans le planning, pourquoi c'est insatisfaisant, etc. Et ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que ça vient de la base et ça vient de la perception des individus. Donc, vous vous servez de la perception négative ou toujours négative, je veux dire, ou toujours est-il neutre des individus pour améliorer. Et donc là, vous mettez en pratique la question de la subsidiarité aussi, et vous mettez en pratique la question de la discussion du travail, parce que ce qui va être discuté, c'est ça. Donc voilà, 2 petits outils pour aller et pour mettre en œuvre une QVT. Une QVT, si c'est une usine à gaz, ça ne marchera pas. Vaut mieux travailler sur des petites touches pour pouvoir mettre en œuvre.
Bien, Voilà. je te remercie. Alors, on n'a pas de questions supplémentaires dans le chat. On a dépassé notre temps de 7 minutes, donc les gens commencent à nous quitter pour des réunions et des temps de travail prévus. Écoutez, je vais conclure en disant au revoir à tous ceux qui doivent partir. Une petite information, vous trouverez sur notre site internet plusieurs types de formations qui peuvent répondre à votre besoin en termes d'accompagnement sur cette question de la stratégie QVT. Et je vous annonce d'ores et déjà le prochain webinaire qui aura lieu le 5 juillet et qui aura pour thème le psychotraumatisme. Et on fera référence au psychotrauma inhérent à la Covid-19 et à toute la crise sanitaire que nous avons tous vécue. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci Anne-Sandrine. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Merci.